Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast. Alors le PIFcast, c'est le podcast du Paris International Fantastic Film Festival et un mercredi sur deux, on partage avec vous notre passion pour le cinéma de genre. Pour l'animer avec moi, Cyril. Coucou. Xavier. Bonjour. Laurent. Donc c'est un mercredi sur deux en fait. Putain, j'avais pas noté. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau challenger qui rejoint l'équipe du PIFcast, Talal. Hey. Bonjour Talal. Bonjour, merci de me recevoir. Qui es-tu Talal? Dis-nous donc. Il a une grosse voix. Alors, je suis réalisateur de films fantastiques. J'ai à mon actif pas mal de courts-métrages et de longs, en fait. Un qui est sorti déjà. Alain ? Alain, oui. C'est le nom de mon premier Tu film. découvriras que Laurent a bien coupé la parole. Et donc, il est sorti en 2011 et qui s'appelle Mirage, j'ai oublié de le dire. Et le second sortira, si tout va bien, à la fin de l'année. Et ça s'appelle Ashura. Voilà. T'as pas pris un nom d'avion pour le second ? Non, c'était déjà pris. Bon, en tout cas, bienvenue Talal. Et comme tu es le nouveau, je t'appellerai le nouveau pendant tout ce podcast, n'est-ce pas ? Je vais t'expliquer comment ça se passe. On commence toujours par un tour de table qui s'appelle l'œil du pif, dans lequel chacun dit ce qu'il a vu en dernier, de marquant, en bien ou en mal d'ailleurs. Et après, nous aborderons le sujet du jour. Et comme on sait que tu aimes ça, nous allons parler de grosses bébêtes, des créatures au cinéma. Et on finit toujours en musique avec Cyril, notre comique troupier. Et d'ailleurs, on l'a pas présenté, mais Véronique, donc qui présente ce PIFcast. Voilà. Bonjour. Je ne peux pas dire son prénom au début, mais on le dit après. Quoi. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que je suis venu pour relever le niveau des blagues. Surtout le niveau de la voix, surtout. Mettez-nous dans les commentaires. Mettez-nous dans les commentaires. Mettez un pouce bleu. Mettez-nous dans les commentaires. Si vous trouvez que Talal a une voix vachement grave par rapport au reste de l'équipe. Ouais, lâchez-vous com un peu. Et si vous trouvez que je parle trop vite, ne mettez pas de com. Bah tiens, Talal, c'est toi qui commence l'œil du pif. Qu'est-ce que tu as vu dernièrement ? Alors, que j'ai revu plutôt. J'ai revu une série que je me remate tous les, on va dire, 3 ans. C'est une série que j'adore, qui s'appelle Carnival, la caravane de l'étrange en français. Donc, c'est une série HBO. Qui a duré entre 2003 et 2005 et c'est une série que j'affectionne particulièrement, comme vous l'avez compris. C'est une série écrite par Daniel Knauf, qui est pas très connu parce que il a surtout bossé après Carnival. Il a fait des séries comme Supernatural, Fear Itself et Spartacus, où il a œuvré en tant que scénariste et pas créateur. Et puis il fait pas mal de comic books, il a bossé sur Iron Man entre autres, des comics que je n'ai pas lus entre nous. Tu t'en vas. Ok, je me casse. Et donc, c'est produit par Ronald D. Moore, que vous connaissez tous parce que c'est le créateur du revival de Battlestar Galactica. Voilà. Donc, Carnival, ça a duré 2 saisons seulement. Ça a été arrêté plus ou moins subitement parce que la chaîne n'était pas très contente des audiences. Il faut dire que c'est une série très très ambitieuse, qui était trop en fait à l'époque déjà, et qui était très en avance sur son temps. Voilà, c'est une série qui, il faut dire, pour vous donner une idée, c'est une série qui coûtait à peu près 3,5 millions par épisode, ce qui à l'époque était énorme. Aujourd'hui, c'est plus grand chose quand on compare à Game of Thrones par exemple. C'est le budget pot de bête de Game of Thrones. Voilà, exactement. Et donc l'histoire, ça se passe donc en 34 à peu près dans les années 30, donc pendant la Grande Dépression, au même moment donc que le Dust Bowl, et on a un jeune fermier qui habite en Oklahoma, qui est tout juste évadé de prison et qui est en train d'enterrer sa mère. Donc ça, c'est le début du premier épisode. Très peu de temps après, il est recueilli par une troupe de forains itinérants. Donc on va découvrir que ce jeune homme, qui s'appelle Ben Hawkins, a des pouvoirs de guérison et qu'il a des visions qu'il a du mal à expliquer et qu'il partage avec un prêtre qui habite, lui, en Californie. Donc les deux hommes ne se connaissent pas, mais ils vont avoir des visions communes et on comprend très rapidement qu'ils ont chacun une destinée, mais laquelle ? Donc, sans trop spoiler, on va très rapidement comprendre que c'est tous les deux des prophètes. En fait, ce qu'ils appellent prophètes dans la série est vulgarisé par le terme avatar. Et donc des avatars, il y en a eu plein. Il y a eu un qu'on connaît tous très bien, c'est Jésus. Et donc, Daniel Knauf se réapproprie la mythologie et les religions pour créer son histoire. Donc chaque génération naît un esprit du bien et du mal, et dans chaque génération ils s'affrontent, et donc Carnival va raconter cette tranche de cette époque-là où deux êtres vont s'affronter. Donc pour moi c'est vraiment le premier gros choc télévisuel, et comme beaucoup de séries d'HBO de cette époque de l'âge d'or,
comme Oz, Les Sopranos, 6 Feet Under, The Wire et Rome. Et Maggie. C'est un peu des séries qui retracent ou qui racontent les États-Unis. Voilà, ils ont tout ça en point commun. Rapidement, je vais juste te dire que la direction artistique est incroyable, les costumes, les décors. Il y a une ambiance John Steinbeck, Les Raisins de la colère, qui est vraiment très très présente. On pense aussi à Freaks de Todd Browning, une ambiance surnaturelle qui est incroyable. Et voilà, comme je disais, une mythologie hallucinante et très cohérente. C'est justement là où Lost a échoué, Carnival a cartonné. Voilà. Et pourquoi tu la revois régulièrement ? Tu l'oublies à chaque fois ? Non, pas du tout, parce que pour moi, c'est vraiment un modèle en termes d'écriture, de direction artistique, de description des personnages. Je vais juste vous donner un petit aperçu du casting. Donc on a Clancy Brown qui joue le rôle du prêtre, le père Justin. Kurgan Drylander. Exactement. Nick Stoll, que vous connaissez aussi très bien. Terminator 3. Parfait, même je dirais Bully de Larry Clark, c'est un peu plus honorable. Michael J. Anderson, le nain de Twin Peaks, d'ailleurs, qu'on retrouve aussi devant un rideau. Cléa Duval. Ghost of Mars. Très bien, c'est bien, Désolé. on commence bien tous les deux. Non, mais c'est parfait, j'appelle ça du tempo. Du troll, moi j'appelle ça. J'appelle ça Eric et Ramsey en mieux. Il n'y a pas de troll. Oh. Et donc Patrick Beauchot et enfin... Patrick Bosso, donc. Le caméléon. Ça y est, un peu cher. Et enfin Adrienne Barbeau, voilà. Fog. Femme de Carpenter. Ex-femme de sur un bon Carpenter qui est... voilà. Vous l'avez vu Ultra vous sexy. tous, Juste, là, ici quand il a dit c'est une série que je vois tous les 3 ans comme ça et tout, j'ai cru que t'allais lui dire Alf, ça aurait été trop rigolo. Je vois une série que je vois tous les 3 ans et tout, c'est Alf et tout. J'ai Un quelques- modèle d'écriture. Mais- Quelques séries de chevet comme ça, comme Les Sopranos par exemple, ou Academy, là. The Wire. Non, en tout cas, pour ma part, Carnival, c'est une de mes séries préférées. Donc effectivement, c'est bien. Fayot, ça commence bien. Non, mais vraiment, Une cette histoire série, d'amour commence. Non, Xavier. cette série, c'est un truc de ouf, quoi. Visuellement, c'est magnifique. Au niveau de l'histoire, c'est vraiment mortel. On a le doute très longtemps sur qui va faire quoi. La mythologie derrière, elle est vraiment poussée. D'ailleurs, pour les gros fans, Daniel Noff, à la base, il devait créer un comics qui allait faire suite pour donner toutes les clés. Parce que même, en fait, la série, à la base, devait faire 6 saisons. Chaque double saison allait composer un livre, et il devait y avoir 3 livres. Donc en fait, on n'a que le premier livre de créer. Les autres auraient dû passer en comics. Finalement, ça s'est pas fait. Donc en définitive, il a posé ses notes sur Internet, qui peuvent se retrouver, je crois, sur le site officiel, sur le fan club. Tout à fait. Franchement, regardez ces notes, vous allez vous rendre compte de toute la mythologie qu'il y a derrière. C'est un truc de furieux. Ouais. On quoi. n'a pas le temps, Xavier. Ça me rappelle pas mal. Alors moi, j'ai vu le début de la série, j'avais abandonné pour je ne sais plus quelle raison, et ça fait très longtemps que je me promets de me la refaire parce que ce que j'avais vu, j'avais adoré. Mais dans le délire, ça m'a pas mal rappelé American Gods de Neil Gaiman, justement, déjà dans la mythologie, dans le côté itinérant des personnages qui véhiculent un. Qui a été adapté en série d'ailleurs. Oui. Et pour les héroïstes, on Oh, trouve qu'il y a non, 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 il y en a. On Il y espère a un côté un peu néphilim. néphilim. Pour les néphilim. Toi, ça te parle pas, mais les rôlistes, ça leur parlera. Je ne parle pas. J'espère que personne ne fait ce jeu de rôle dans Ouais. nos auditeurs. Il avait Si, vraiment j'espère. une vision d'ensemble qui était fascinante pour une série qui n'a fait que 2 saisons. Et surtout quand tu sais comment il voulait conclure cette histoire de bataille contre le bien et le mal avec cette histoire de bombe atomique qui explose. Ah bah voilà, merci pour le spoil. Juste Juste pour nos auditeurs, en Ah non, fait, c'est l'idée de départ. il y a qu'un DVD, il y a que des DVD qui existent, il n'y a pas de Blu-ray, c'est pas en HD, en VOD. Malheureusement, non. Juste en DVD. Ok. C'est pas sur Netflix. Non. Non, C'est HBO donc. HBO a malheureusement un peu mis caché dans un placard cette série qui est vraiment fascinante et j'espère qu'un jour Parce elle que les retrouvera Oz ses sortiront lettres en de HD, noblesse. les Voyeurs aussi, tout ça ressort en HD au fur et à mesure. Non. Oz Non. n'est pas Pas sorti en encore. HD Ah, en pas Oz. France. C'est que les Sopranos et The Wire Ouais, qui d'accord. sont sortis Bon, en Blu-ray. Cyril, à toi ton œil du pif. Je me suis fait un peu spoiler parce que Laurent a jeté mon papier. Bah, il a rien dit, je note écoute. tout, il a rien dit. Donc je vais vous parler d'un film que j'ai découvert récemment, mais dont on a déjà parlé ici. Voilà. C'est ça qu'il est. Oui, on a déjà parlé. parlé. Oui, mais je l'avais pas vu. Ah. Voilà. C'est un film magnifique. Et là, l'autre il spoil. T'as là, mais Moi, je garde la surprise voilà. pour toi. Et en plus, vas-y. c'est pour toi. Tu vas Xavier. aimer la Vas-y, surprise. pour C'est moi, pour nous J'ai deux. vu les derniers. Mais J'ai t'as vu besoin. un film indien magnifique de 2012 qui s'appelle Eega. Putain, mais quand même. Mais oui. Et je Et tiens j'en à ai dire- marre de parler de ce film. Et je dis à Xavier n'a pas été assez convaincant la dernière fois.
Il aurait dû plus insister. C'est vraiment une ordure. Je signale quand même qu'il était dans le hors-série les 300 films à voir avant de mourir de Mad Movies. Oui, je suis pas encore mort. Je crois que vous... Justement, parce que tu les regardes pas maintenant et que tu meurs. Donc, après juste demain. vite fait, parce que on a déjà parlé avant. Donc juste, on en avait parlé dans le podcast sur les films injustement inédits en France. Voilà. Et en fait, il n'y en a pas par quatre chemins. En fait, j'ai vu les Baoubali, donc que le réalisateur a fait après. J'ai trouvé qu'il était un chef-d'œuvre. Voilà, je trouve que ce film est une bombe exceptionnelle, même si au départ, la première partie, quand il n'est pas encore en mouche, je trouvais ça dément, et quand il devient une mouche pour le... Ah oui, je vais expliquer l'histoire. Je te coupe, j'ai déjà entendu cette émission, tu en as parlé déjà 2 fois. Non, pas ce film-là, moi. C'est une rediff. Non, on parle de Ega. Si, Ega, ça en a Non, Ega, j'en ai jamais parlé, moi. Moi, j'en ai jamais parlé. Ah oui, donc bref, juste lui, pour non. faire très simple. Donne ton avis. C'est un mec fou amoureux d'une nana. Cette nana l'ignore un peu, mais finalement, elle est un peu amoureuse de lui, et arrive à une sorte de bad boys, un méchant, et il est tombé amoureux aussi de la nana. Aucune fille lui résiste, sauf que elle lui résiste, et il se rend compte que si elle lui résiste, c'est parce qu'il y a ce mec-là, ce fou amoureux, qui gêne. Donc il le fait tuer, le mec meurt, mais se ressuscite en mouche et va décider de pourrir la vie du gars, quoi. Et donc on en a déjà parlé, je vous invite à écouter le podcast où Xavier en parle, mais j'ai trouvé ce film fou, mais fou de fou. C'est à la fois extrêmement drôle, visuellement ça tue, c'est super émouvant. La musique, elle est dingue. D'ailleurs, c'est le même compositeur que les musiques de Baoubali. C'est pas un premier film, j'ai regardé, c'est son 9e film. Alors je sais pas ce que valent les autres avant, mais en tout cas, ce mec-là, donc c'est SS Rajamouli, c'est un tueur. J'étais en extase tout le long de la projection, même si quand il devient, je spoil rien, mais quand il devient mouche, au début, il fait juste en gros tourner autour de la tête du gars. Bon, on se dit, c'est pas que c'est pas ça pendant 1h30, mais non, c'est pas ça pendant 1h30. Ça devient tellement barge. Ça va tellement fou. Et limite, c'est cohérent, c'est possible. T'as envie d'y croire à cette histoire. Donc, Xavier, écoutez-le, des fois. Des fois, je ne dis pas que des conneries. Voilà, c'est disponible sur Netflix, ça s'appelle Maki, qui je crois veut dire aussi mouche en indien. Ouais, mais en fait, le visuel s'appelle Maki, mais ils ont retitré finalement Ega, qui est peut-être plus. Tu l'as vu où ? Tu l'as vu sur Netflix ou... C'est ce que je viens de dire à l'instant. Il n'écoute pas en fait. Non, mais en même temps, il a raison. Le nouveau n'écoute pas. Non, parce que je l'ai aperçu sur Netflix il y a quelques mois, je me demandais s'il était pour encore. information, le méchant qui est génial dans Ega, c'est aussi le méchant dans Baoubali, l'acteur s'appelle Sudep. Non, c'est pas le méchant. Non, il joue effectivement dans le film, mais ce n'est pas le méchant. Ah ouais, non, c'est le méchant. Non. Dans Baoubali, en fait, il joue. Il joue Bali. Non, en fait, il joue à un marchand qui va rencontrer le maître d'armes. Il devient un ami du maître d'armes. J'ai fait une. Donc non. Inversion moustachu dans la tête et tout. Totalement. Désolé pour la. Il faut que tu revoies Baoubali à peu près tous les 3 ans. Désolé pour la communauté indienne qui nous écoute, j'ai merdé. Je tiens à dire que j'ai eu la chance de voir ce film en salle. Ah oui, même si c'était une toute petite salle. Et nom de Dieu. Non, vraiment, c'est. Enfin, en plus, alors ce qui est bien, c'est pour ceux qui seraient réfractaires au cinéma indien, on ne sait jamais, il n'y a pas de danse, même si moi j'adore ça, mais il n'y en a pas dans le film. Il y en a dans la version longue. Sur Netflix, c'est une version internationale. Tu veux dire que la mouche danse ? Oui, elle danse un peu. Le générique de fin, c'est la première partie a des chants, des danses. D'accord. Juste la première partie. Après, c'est le délire avec la danse de la mouche. Du coup, il dure que 2 heures dans la version que j'ai vue. Ah ouais, oula, oui. Donc, c'est un court-métrage, quoi. Ils ont enlevé une demi-heure. Une bonne demi-heure, donc je vois ça. Mais vraiment, même la partie où il n'y a pas mouche, c'est plein d'idées. Et surtout, visuellement, c'est fou. Il y a plein. En mise en scène, on dit souvent c'est le choyark indien, mais c'est pas faux. C'est vraiment. C'est vraiment ça, quoi. Donc, gros coup de cœur. On en a déjà parlé, je te merde, Laurent. Et la prochaine fois, je cacherai mieux mon petit papier pour pas que tu spoiles mon truc. Bon, on enchaîne avec Laurent alors et ton spoiler. Alors, comment justifier ça ? Je vais vous parler d'un film qui n'est ni fantastique, ni d'horreur, ni science-fiction, ni rien. Mais d'horreur, oui. Psychologiquement, c'est peut-être un des films les plus horribles que j'ai jamais vu. Ça s'appelle Johnny s'en va en guerre, Johnny Got His Gun en VO. Un film de Dalton Trumbo de 1971, basé sur le livre de Dalton Trumbo écrit en 1939. Donc un projet de longue haleine, parce que ça faisait longtemps qu'il voulait le réaliser. D'ailleurs, c'est Buñuel qui a failli le réaliser à sa place et qui avait d'ailleurs participé à l'écriture. Et il y a des scènes écrites par Buñuel qui sont dans le film. Je vous avoue que c'est assez facile de les trouver. Il y a un grand Jésus chevelu. Joué par Donald Sutherland. Joué par Donald Sutherland, voilà. De quoi ça parle ? C'est tout bête. C'est l'histoire d'un jeune garçon américain qui part à la guerre contre l'avis de sa petite amie avec qui ils veulent se marier, qui a un pressentiment, elle pense qu'il va revenir, qu'il va se faire tuer. Il ne se fait pas tuer. En revanche, il perd ses jambes, ses bras, et il devient, il ne peut plus communiquer. Voilà, ça devient un homme tronc, coupé du monde, qui est quand même gardé vivant par les médecins. Pour un cas clinique, en fait, une étude de cas clinique. Ils sont persuadés qu'il est en état de mort cérébrale et qu'il ne peut pas communiquer avec l'extérieur, sauf que en fait, il n'est pas du tout en état de mort cérébrale et tout le film, on est enfermé dans sa tête.
Il est sur un lit, il a un drap sur le corps, sur le visage, et il passe son temps à se demander ce qui se passe autour de lui, à se demander pourquoi personne ne vient le voir. Il se rend compte au fur et à mesure qu'il a perdu un membre, 2 membres, etc. Enfin, c'est totalement dévastateur. Toutes les scènes de lui au présent quand il est dans le lit sont en noir et blanc, et tous les flashbacks de sa vie passée sont en couleur. C'est magnifique, c'est extrêmement dur, c'est très beau. C'est peut-être le plus grand plaidoyer anti-guerre qui soit. D'ailleurs, je crois que c'est Jimmy Carter qui a demandé, quand le film est sorti, à ce que tous ses chefs de cabinet voient le film en séance privée à la Maison Blanche pour parler des horreurs de la guerre. C'est un film qui n'a pas eu un immense succès à sa sortie, et en fait il doit son statut culte à Metallica, bizarrement, qui a utilisé des bouts du film dans le clip One, et ça a donné une popularité au film. Metallica a même acheté les droits du film pour ne plus avoir à payer de royalties à chaque fois que la vidéo était diffusée. Et Dalton Trumbo, il est très connu pour avoir été un des grands blacklistés de Hollywood, victime du macartisme et de la chasse aux sorcières. Il a donc bossé après sous un pseudonyme, ce qui l'a pas empêché de gagner des Oscars même sous pseudonyme, notamment pour alors je sais plus s'il a gagné l'Oscar pour Spartacus, mais en tout cas il a écrit le scénario de Spartacus, et il est revenu à Hollywood parce qu'il vivait au Mexique grâce à Kirk Douglas, qui a exigé à ce que son nom apparaisse au générique de Spartacus et non pas son nom d'emprunt. Voilà, donc c'est un bonhomme qui a une vie assez passionnante, et le film est vraiment incroyable, et c'est vraiment très très dur. Donc c'est un film d'horreur quand même. Voilà. Pour la petite anecdote, il y a une référence au film dans les Gardiens de la Galaxie, le personnage de Groot qui est un homme tronc aussi, quoi. Oh putain. On n'est pas sorti des ronces. Tout le monde a vu ce film ? Oui. Moi non. Ah. Chef-d'œuvre. Bah, Moi, il fait partie de il faut l'avoir vu. Il fait partie de ma shamelist. Moi. J'ai une shamelist, donc c'est un tas avec plein de films que je n'ai pas vus et que j'ai honte de ne pas avoir vus. Voilà, il est bien classé celui-là. Et vraiment, c'est. Toi, Véro ? Oui, j'ai vu, bien sûr. Qu'en penses-tu ? Bah, c'est un peu difficile de dire qu'on aime parce que c'est hyper malaisant et angoissant, mais oui, c'est hyper bien, quoi. Enfin, c'est. Et voilà, moi quand je l'ai vu, en fait, c'est un enfer, quoi. Ça m'a, oui, voilà, et en fait ça m'a provoqué des sensations que je vois devant des films d'horreur extrêmement durs, psychologiquement, comme Salo, ou comme, même si Salo n'est pas vraiment techniquement un film d'horreur non plus, mais ce qu'on voit à l'écran est vraiment de l'horreur dans Salo, ou comme Funny Game, Funny Game ou Prison de Cristal. Mais en fait, ça te fait préférer la mort, quoi. Tu te dis, alors tous ces films où tu vois des gens se faire tuer à tour de bras, bah là le mec est vivant, c'est pire que s'il se faisait tuer, en fait. J'ai une question, tu l'avais déjà vu et tu l'as revu là ? Non, je le découvrais. D'accord. Il faisait partie de ma shamelist aussi. En gros, mais qu'est-ce qui fait que tu as envie de revoir ce film un jour, en fait, si jamais il est si dépressif, qu'est-ce qui fait que tu as envie de revoir un film pareil dans ce cas-là, parce que c'est tellement puissant que c'est une démonstration de ciné, en fait. Parce que dis-toi que du coup, c'est quand même un film sur 70% du film, c'est un mec allongé sur un lit. Dans une pièce, même, malheureusement non. Quoique, il y a une scène érotique très troublante dans le film. Je suis troublé. Et voilà, c'est un pur tour de force en termes de mise en scène. Xavier est consterné. Il a raison. D'ailleurs, Xavier, j'ai pris le rôle de Véronique. Non, mais et j'ai déjà fait. Mais c'était pas au tour de Véro. On avait dit que c'était mon tour. Bah oui, non mais vas-y, impose-toi. Mais voilà, prends pas moi, tu fais n'importe quoi. C'est vrai, je fais de la merde. Impose ton autorité, meuf. Bam. Moi, je vais vous parler d'un film français. Oh. Ça dépend. Ça dépend. Non, c'est le premier film d'Alain Corneau, 1973. France Société Anonyme. Je vois le sourire de Xavier. Vous faites un concours pour trouver les films extrêmes. Non, mais j'ai adoré. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Donc, juste pour raconter pourquoi ce film est remarquable. En gros, l'histoire... alors, le film commence en 2222. D'ailleurs, je crois le 22 février 2222, ce qui est assez absurde, mais bon, voilà. Et en gros, un ancien narcotrafiquant... Ça fait 2. C'est la seule fois dans l'histoire de l'humanité que ça se passera, en plus. Bah ouais, il n'y aura jamais d'autres. Bah ouais, pour plein d'autres dates aussi. Bah ouais, pour le 11 Celui-là, voilà, on a fait du man-stopping, on a coupé Véronique. C'est vrai, merci les gars. Déjà que vous faites du man-spreading, j'ai pas de place là. Elle ment. Du coup, il est tenu vivant, en état d'hibernation, et en fait, il se réveille pour raconter son histoire. Donc, retour en 1973. Il est alors donc un narco-trafiquant dont le business est florissant.
Et en fait, le gouvernement à ce moment-là décide de légaliser la drogue pour en tirer des bénéfices en fait. Donc du coup, forcément, c'est de la science-fiction. Du coup, lui, il est pas du tout d'accord parce que forcément, ça fout en l'air son business. Et du coup, il rejoint, ça va te plaire Cyril, le Front de libération des toxicomanes révolutionnaires. Ah, le FTRC. C'est ça. Le FLTCR. FRTC, ouais. Et du coup, alors là, je cite, ils veulent une défense libre et subversive. Et ils sont contre la fourgue officielle des drogues suicides. Puisqu'en fait, au-delà du fait de faire des bénéfices, l'État se dit aussi que c'est une manière de procurer des paradis artificiels à toute cette populace et du coup la détourner un peu de la politique, les choses, demander des congés payés ou ce genre de trucs, quoi. C'est des mélanchonistes, quoi, en fait. Du coup, en fait, je sais pas si vous avez vu ce film, en tout cas, je vous le conseille. Le gars, puis des blagues politiques, n'importe quoi. Ouais, on reste sur le cul, c'est plus simple. Ouais, c'est plus simple. Du coup, oui, et en fait, c'est hyper absurde. Pendant tout le film, il se passe plein de choses complètement absurdes. Par exemple, il y a une nana qui se fait violer, et puis finalement. C'est absurde. Donc, il y a un mec qui assiste à la scène et qui appelle la police pour dire qu'un gars fait du bruit parce qu'il met à fond la musique dans sa voiture. Tu vois, plutôt que. Du coup, il va dans sa musique. C'est le cas. Est-ce qu'il fait vraiment Il va lui-même dans sa voiture mettre la musique à fond. Et sur ce, la femme qui était en train de se faire violer par le mec lui tombe dessus en disant mais arrêtez cette musique, c'est insupportable et tout. Ça dépend, si c'est du reggae, ça se comprend, quoi. C'est vrai. Bref, du coup, c'est terriblement d'actualité en fait, parce que si vous le voyez, même aujourd'hui, alors que ça date de 1973, vous verrez qu'il y a plein de choses qui sont encore vraies sur justement les récupérations que peut faire le gouvernement. Le fait que par exemple, les gens aussi qui protestent sont toujours contre, par exemple là, les toxicomanes en fait, veulent le faire illégalement ou de manière pas safe, etc. Alors que, en gros, tout le monde est contre tout le monde tout le temps, quel que soit le. Donc c'est assez intéressant de se dire que depuis 1973, rien n'a changé. Comment est montré le futur justement, c'est comme si c'était à l'époque. Alors en fait, le futur, on voit juste l'homme qui est dans son truc d'hibernation, mais par contre, détail intéressant, l'infirmière a une blouse complètement transparente, donc comprendre effet spécial, elle est à poil en fait, avec un peu de. Donc voilà, il n'y a plus de vêtements dans le futur. Il fallait commencer par ça en fait. Il y a une infirmière à poil pour donner envie de voir. Ah oui, pardon. Ouais. C'est vrai que je dois faire le compteur de boobs et de. Ouais. On n'a jamais fait ça. On liste les films et on liste pas les boobs. C'est vrai. Du coup, il y a que Xavier qui l'a vu, j'imagine. Non, même pas. Oui, après, je suis désolé, hein, mais je peux pas dire que j'ai adoré moi. C'est bien la peine de l'ouvrir pour ça. Non, mais en fait c'est un type de cinéma franchouillard que j'aime pas, tout simplement. Le côté post 68 art. Délirant, c'est pas ma cam, quoi. Les jeunes. Et d'ailleurs, il y a de la musique. La liberté. Il y a une musique pendant tout le film et franchement, ça rend fou. En fait, elle change tout le temps. C'est toujours la même mélodie, mais en fait, il y a toujours une interprétation différente. Et en fait, c'est marrant. Ça, c'est hyper drôle, mais en fait, ça rend un peu fou, tu vois. Il y a un côté un peu obsédant comme ça pendant tout le film. Et oui, après, il y a ce côté peut-être un peu. Non, c'est pas parce que Xavier n'a pas aimé que tu dois changer ton avis. Non, mais après, alors en fait, finalement, j'aime pas parce que non, putain. Mais non, moi je persiste. Justement, c'est post 68 art et c'est hyper intéressant. Là, on va fêter les 50 ans de mai 68. C'est hyper intéressant de voir ce qui va nous attendre dans 5 ans. C'est beau quand tu parles. Bon, allez, vas-y, parle. Vas-y, c'est bon, j'ai le droit. Claque merde. Non, moi par contre, je vais vous parler d'une série aussi. Je suis désolé. Et je savais qu'on allait s'entendre. Il faut faire une série et pas fantastique, histoire de combler Laurent et Talal. Ah non, moi c'est purement fantastique. C'est une série d'animation que je trouve vraiment géniale et que vous connaissez tous, qui est Rick et Morty. J'en ai regardé 2 épisodes. Voilà. C'est sur Netflix. Oui, aussi, mais ça passe aussi sur France et France 4, je crois. Ah bon Ouais, il me semble qu'il y a une des France Télévisions. Une des France qui c'est pas France 2 déjà. France Gall, elle est morte. Oh mon Dieu. Donc Rick et Morty, une série de Dan Harmon, créateur de la mythique série Community. Voilà, c'est beau. Et donc de Justine Roiland, je sais pas comment ça se prononce, qui en fait à la base avait créé une parodie animée de Retour vers le futur qui s'appelle The Real Animated Adventures of Doc and Marty. Voilà, vous voyez un peu la référence. Et à partir de ça, suite à son renvoi, suite au renvoi de David Harmon de Community, ils ont décidé de créer cette série d'animation complètement délirante où tu as un grand-père alcoolique et à moitié fou qui va partir dans des voyages interdimensionnels avec son petit-fils débile. Voilà. Mais surtout qui est candide et qui est gentil, qui est. Oui, mais globalement, il est surtout débile. Oui, pas débile, Morty. Un peu. Ah si.
À la fin du premier épisode, même, d'ailleurs, le premier épisode est terrible à la fin quand d'un coup il a l'impression qu'il est très intelligent, Morty. Pour prouver à ses parents qu'il faut que les voyages avec son grand-père sont bien en fait et lui font du bien, et il récite des lois de la physique et tout, donc les parents disent c'est bon, on te laisse et tout, et puis en fait il se rend compte c'est parce qu'il avait une pierre extraterrestre dans le cul. C'est ça. qui l'a rendu intelligent. Et puis son grand-père fait non mais tu vas redevenir débile dans 5 minutes. Mais moi je pense vraiment une mauvaise interprétation. Pour moi il est pas débile. Il est normal, c'est un gamin de son âge quoi. Il est pas débile. Il est cela dit de plus en plus. Non, il est de plus en plus intelligent. Il est peureux. Il est pas débile. Là je suis pas d'accord avec vous quoi. Continue à regarder. Mais je regarde. Quoi qu'il en soit, donc la série. Pourquoi je veux parler de cette série, c'est que parce que c'est génial. C'est génial, mais actuellement, je trouve que c'est vraiment une des meilleures séries de science-fiction existantes. C'est clair. C'est la plus dingue niveau des théories et des concepts. Non, mais voilà, il arrive à chaque fois à reprendre des concepts qu'on connaît tous, qu'on a déjà vus dans des films, dans des séries de SF, mais à les pousser. Il en invente même. Pour certains, il en invente. Mais à chaque fois, il arrive à pousser le concept dans les derniers retranchements possibles et imaginables, quitte à finir dans l'absurde le plus total. Il est dans l'absurde et parfois même existentialiste, limite inquiétant. Tout à fait. Il y a... On peut passer de l'humour à l'horreur, et quand je dis horreur, je parle de la vraie horreur d'un coup. Il y a des passages qui sont horribles dans la série. Il y a des épisodes qui sont déments, c'est Total Rectal qui est dans le 2, puis c'est saison 2. C'est le nom du truc. C'est toi qui écris les scénarios. Il y a Picklery qui est dans la saison 3. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est la seule série au monde où chaque saison est meilleure que la précédente. Oui. La saison 1 est bien. La 2, elle est démente. La 3, elle est exceptionnelle. La 1, elle est quand même plus que bien. Et il n'y aura pas de 4, on est d'accord. Non, c'est pas trop. Désolé de gâcher la fête. Non, mais il y a un moment, justement à propos de la 4, le créateur Dan Harmon a précisé que c'est juste que les contrats ne sont pas signés pour différents problèmes légaux. Mais la chaîne, elle est pas folle. C'est une des séries qui cartonne le plus. Ils vont pas l'annuler. Faut arrêter de croire que la série va être annulée. Non, mais ça, c'est les fake news. Et moi, je suis. Ah, pardon, vas-y. Par rapport à Futurama. Mais justement, il y a même des liens avec Futurama. On peut croiser des éléments au fur et à mesure de la série. C'est plus acide que Futurama. C'est plus trash. Les deux sont très bien. Faut pas les comparer, c'est pas un idiot, mais c'est pour la comparaison, tu vois l'épisode du chien de Futurama. Qui est triste à mourir. Voilà. Et dites-vous qu'il y a des épisodes comme ça. C'est pas un. Il y en a plusieurs des épisodes comme ça. Et c'est vraiment étonnant. Pour ta situer aussi, c'est aussi une version très trash de Doctor Who. Aussi. Ouais. Et justement, le générique de début, c'est un mélange entre le générique de Doctor Who et de Farscape. Ouais. Et pour ceux qui l'ont pas vu, comme moi, honteusement, c'est quoi? On est plutôt du côté de South Park, des Simpsons en termes d'humour ou je dirais qu'on est plus proche d'un Simpson de la première saison. D'accord. Vraiment. En mode, C'est pas les meilleures saisons des Simpsons, les premières saisons des Simpsons. Non, mais c'est la plus sale. La première saison des Simpsons. La première saison des Simpsons, ouais. Même au niveau des dessins. Non. Revois la première saison des Simpsons. Je trouve que c'est bien sur la saison 3-4, c'est à ce moment-là que ça devenait vraiment intéressant, mais on va pas parler des Simpsons ce soir. Mais moi je me mets en porte-à-faux, la saison 1 est extraordinaire de Rick et Morty. Oui, mais la 2 l'explose. Et la 3 l'atomise. La 1, il y a l'épisode des chiens, il y a l'épisode des montres religieuses, il y a l'épisode de... Non mais alors, moi, peut-être un des tout meilleurs, c'est les chaînes câblées interdimensionnelles. Quand ils ont la télé de toutes les dimensions existantes. Et donc, c'est pendant 25 minutes, c'est des concepts d'émissions complètement débiles qui se suivent, et c'est juste... Il y a un univers par exemple, où tous les humains, enfin tous les personnages, c'est des canapés. Je crois que c'est les canapés, non? Il y a un monde où les hommes, c'est des canapés, mais qui sont assis sur des humains. Voilà, c'est des trucs comme ça. Il y en a un où la merde, c'est très bon. Donc t'as un mec en gros plan qui est en train de bouffer de la merde dans un truc. Je mange de la merde, c'est super bon. Les mecs qui font cette série, ils prennent de la drogue, et quand tu regardes cette série, tu dois prendre de la drogue aussi. En fait, ça fait penser pas besoin de prendre de drogue. Ça fait penser au générique. Même effet. Ça fait penser au faux générique, la Too Many Cooks, où il y avait qui partait en vrille au bout d'un moment. C'est un peu comme ça, mais du coup en dessin animé quoi. Je tiens juste à signaler cet épisode extraordinaire où ils détruisent le monde. Oui. Et donc, pour pouvoir survivre, avec le virus Cronenberg. Voilà, avec le virus Cronenberg, ils doivent aller dans une autre dimension où leurs alter ego viennent de mourir et ils prennent leur place. Donc en fait, ils vivent à côté de leurs cadavres enterrés dans le jardin. C'est ça. Et là, c'est juste la saison 1 et toute la série continue comme ça. Et ils sont dans un monde où leurs alter ego sont morts. Enfin, c'est ouf. Bon, vous me l'avez vendu là. Ce soir, je m'y mets. Je connais qu'il va dormir. Bon, merci pour ces recos. On passe au dossier. Elles sont grosses, elles sont méchantes, elles en ont après nous, pauvres humains. Aujourd'hui, on a décidé de parler de créatures sauvages et dangereuses, qu'elles viennent d'ici ou d'ailleurs. Sur grand écran, en ce moment, il y a Rampage de Brad Payton avec ses animaux hors normes, dont Dwayne Johnson. Mais nous, comme toujours, on a décidé de vous partager nos chouchous dans le genre grosse bébête. Tiens d'ailleurs, Laurent, c'est toi qui commençais.
Ce qu'on peut te raconter, qu'il y a eu un truc secret, c'est qu'avant qu'on enregistre, quand Véronique a dit elles sont grosses, elles sont énormes, il a répondu les couilles de Cyril. Et du coup, il s'était Donc là, il en peut plus. Et là, donc maintenant, il va nous faire sa grosse bébête. À ça, voilà. Je suis au bout de ma vie. T'es au bout de ta vie. Par contre, bravo Véronique, parce que quand on avait choisi le sujet, je pensais pas qu'il était raccord avec l'actualité. Et t'as quand même réussi à le raccorder. Je me raccorde toujours. Et là, je fais style. En fait, on s'est tout prévu. En fait, on n'a pas prévu ça à la base. Mais vas-y, alors. Il fallait pas le dire du coup. Parle de mes 2 grosses couilles. Vas-y. Alors, Les grosses couilles de Cyril est un film de. Voilà. Non, alors je vais vous parler d'une grosse bébête qui vit dans l'outback australien. Les couilles de Cyril. Vous vous doutez de qui je veux parler. Je veux parler de Razorback. Un film de. Bah oui, mais bon, ça s'appelle pas Razorback, les couilles de Cyril. Donc, film de Russell Mulcahy, donc Razorback tout court, de 1984, que vous avez tous vu ici, car c'est un grand classique des vidéoclubs. Oui. C'est comme ça qu'il nous est essentiellement parvenu. C'est donc l'histoire d'un gros sanglier qui tue des gens dans l'outback australien. Voilà. Ça va pas plus loin que ça sur le papier. Alors il y a quand même une histoire de jeune journaliste qui s'est fait tuer par cette bestiole et que son fiancé vient chercher dans l'outback. Une jeune journaliste défenseuse des animaux, je tiens à le rappeler, car quand on regarde le film aujourd'hui, on a tendance à... Enfin, à l'époque, il avait été un petit peu labellisé comme assez basique, et quand on le regarde aujourd'hui, il a plutôt tendance à avoir quelques petites résonances plutôt intéressantes. C'est un film scénarisé par Everett de Roche. Everett de Roche qui est à lui seul l'homme qui a, on va dire, façonné le cinéma de genre australien. Il était scénariste de Long Weekend, scénariste de Harlequin, scénariste de Patrick, de la plupart des films fantastiques australiens, Road Games, qui ont, et puis plus tard Storm Warning. Oui, exact. Oui. Excellent film. Donc voilà, c'est un peu lui qui a façonné le cinéma de genre australien, la naissance, on va dire, du cinéma de genre australien dans les années 80. D'ailleurs, c'est drôle, il n'a jamais passé derrière la caméra. Il était producteur, scénariste, mais jamais passé derrière la caméra. J'aimerais bien savoir pourquoi, je ne me suis pas assez renseigné. Il n'a pas de bras en fait. Il n'a pas de bras, mais il a des couilles. Et donc, les couilles de Cyril. Et donc voilà. Ça donne un truc récurrent. Je ne veux pas que mes couilles soient un truc récurrent dans ce podcast. Je mets mon haut là, attention. Razorback, qu'est-ce que ça a de spécial au-delà du fait que ça utilise une créature qu'on ne voyait pas spécialement beaucoup dans le bestiaire fantastique et horrifique. C'est une espèce de... Le film a été beaucoup labellisé comme un démarquage des dents de la mer sur Terre dans l'outback, ce qui quelque part n'est pas faux puisqu'il y a aussi un chasseur de sangliers bien buriné par le soleil qui va... Et on découvre la bête au fur et à mesure, on n'a pas d'un seul bloc. Voilà, tout à fait. Les premières scènes, on ne voit jamais le Razorback. Voilà, on voit sa silhouette dans sa première attaque qui traverse une maison, d'ailleurs la scène est incroyable. Surtout le film est réalisé par Russell Mulcahy. Qui a ensuite fait Highlander 2, Résurrection et Resident Evil Extinction. Le meilleur. Le meilleur, non, on est bien d'accord. C'est le 4 et le 5. Non, c'est le meilleur, le 3, merci, check. Il est bien le petit nouveau là, c'est bon. Et ce qui est drôle, c'est que le film lui a été proposé après que le producteur ait vu son clip pour Duran Duran, dont on entend d'ailleurs la chanson dans le film. Russell Mulcahy, je pense que tout le monde le connaît autour de cette table. Du coup, voilà, il fait partie de cette génération de clippers qui a émergé dans les années 80 et qui a imposé un style visuel qui était assez novateur à l'époque. Et Razorback, c'est ce qui tranche immédiatement dès les premiers plans. C'est une photo assez incroyable de Dean Semler, le chef-op de Mad Max 2, Le Défi, puis plus tard de Apocalypto, Danse avec les loups, j'en passe et des meilleurs. Un grand bonhomme. D'ailleurs, il a été choisi sur Razorback pour son boulot sur Mad Max 2. Voilà, c'est des plans avec des couleurs très très chaudes. Le désert est magnifié. Il y a des scènes d'hallucination complètement barges. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Steven Spielberg a même appelé Everett de Roche au téléphone, Russell Mulcahy au téléphone pour lui demander comment il avait fait certains effets d'une scène d'hallucination. Et puis il y a ce monstre, ce sanglier géant absolument terrifiant, qui a coûté la bagatelle, je crois, à l'animatronique de $250 000 pour, je crois, 3 minutes de présence à l'écran. À tout casser. Voilà. Mais en revanche, l'effet est juste terrible. Enfin, globalement, on voit à peu près jamais la bête marcher. Elle est sur des rails la plupart du temps, etc. Mais la façon dont Mulcahy met ça en scène, c'est d'une efficacité folle. C'est la limite du mystique. Oui, voilà.
Et d'ailleurs, le film, me rappelle beaucoup un autre grand film de terreur australien qui n'est pas un film d'horreur, c'est Waking Fright, voilà, de Ted Kotcheff, dans sa description d'un outback comme une espèce de no man's land absolument terrifiant. Y compris pour ses habitants qui sont limite plus terrifiants que la créature. Ouais, et d'ailleurs, j'ai trouvé en voyant le film là que il y avait mine de rien quand même une subtilité dans l'interprétation de ces tarés, notamment les deux qui violent quasiment la nana au début et qui finalement se révèle un petit peu, un des deux en tout cas, qui se révèle un peu plus subtil. Voilà, c'est les petites choses qu'on voyait pas forcément quand le film est sorti, parce qu'il était labellisé comme une espèce de gros film de monstre rip-off de Jaws avec un réalisateur qui se la pétait un peu. Et au final, entre le discours un petit peu sur le règne animal et le fait de manger de la viande, de tuer des animaux, qui était un discours quand même très en avance, alors qu'on en parle beaucoup maintenant aujourd'hui. Et ça, voilà, je trouve que le film a plus de subtilité qu'on pensait. Et puis surtout, c'est d'une efficacité redoutable. C'est vraiment super beau. Voilà, gros monstre. Après, voilà, en termes de film de gros monstres, on va pas dire que ça révolutionne vraiment la chose, parce que c'est vrai que ça reprend les formules des Dents de la Mer, ne pas montrer la créature, la progression avec les personnages qui se rejoignent pour chasser tous ensemble. Le bateau, voilà, tout ça. Le bateau remplacé par une grosse voiture. Par un bateau. Mais la variation est, je trouve, intéressante, parce que même si tu restes sur la même chose que les Dents de la Mer, tu arrives à avoir une ambiance qui complètement différente. Complètement, oui, mais ça c'est vraiment en partie la mise en scène. Et puis c'est vrai que à l'époque on connaissait pas grand chose cinématographiquement de l'outback australien, en tout cas filmé comme ça. Peut-être que Waking Fright qui nous était parvenu, et encore à l'époque le film n'était pas super connu. Le film a connu un revival dernièrement avec sa sortie en Blu-ray, et sa ressortie en salle, mais à l'époque moi je connaissais pas l'existence du film. Et puis Razorback c'était moi c'était une découverte de VHS. Je sais pas si le film est sorti en salle en France. Il était à Avoriaz et je crois qu'il a une petite sortie en salle. Moi je l'ai passé à l'illustration collective en 35 mm, et c'est chez Warner d'ailleurs. C'est Warner qui a le droit du film, et la copie était sublime en scope et tout. C'était très très beau. J'ai pas revu le film à cette occasion, quoi, mais les gens m'ont dit c'est vraiment un film qui a de la gueule en salle et tout. Tu m'étonnes. Est-ce que vous avez vu le film d'Antoine Boissier? Oui, tout à fait. La traque ou la proie. Ouais. Je crois que c'est le nom français. Oui, en fait, le nom a changé, je crois. Ouais. Donc c'est notre Razorback. Voilà, ce qui est pas mal d'ailleurs. Très bon film. Moi j'aime bien. Jean Boissier qui était donc jury du PIF il y a 3 ans. Razorback, c'est votre cam? Moi, je suis pas très du film français, là, non pas. Non. Razorback, par contre, si. Oui, j'ai souvenir d'un film nocturne, en fait. J'ai pas revu depuis la VHS, mais c'est parce que les scènes les plus marquantes sont nocturnes, dont il y a une scène dans une sorte de dans un battoir, c'est ça à la fin. D'ailleurs, je tiens à rappeler qu'il y a une scène qui, en le revoyant, je me suis dit que George Miller y avait carrément fait hommage dans la scène dans les marais dans Fury Road. Il y a la scène d'hallucination de nuit, on parle, c'est les mêmes plans larges d'arbres qui sortent comme ça du sable et qui vont vers un ciel noir éclairé par une lueur fantomatique. Ça m'a complètement rappelé Fury Road. Voilà, pour l'anecdote. Donc oui, film nocturne, oui, toute la fin se passe de nuit, oui. Et Dean Semler qui est extrêmement doué pour filmer la nuit. En tout cas, pour avoir une photo extrêmement contrastée. Mais voilà, il fait partie de ces chefs-d'œuvre. On avait d'être puissant dans ce qu'on voilà, et ça tombe complètement à plat. Mais par contre, je l'ai pas revu là pour préparer le podcast. Mais par contre, j'ai un souvenir justement d'un plan en plein jour qui est assez saisissant parce qu'en fait on arrive à percevoir la taille de l'animal. Oui, c'est une scène où le chasseur est face à lui autour d'une espèce de mare à cochon. Et d'ailleurs c'est vrai que cette scène est assez folle parce qu'à ce moment-là du film tu t'attends pas à une présence physique en plein jour de l'animal. Et c'est vrai que la scène est ultra marquante. Et je trouve qu'on dit pas assez souvent mare à cochon et pourtant c'est un mot très rigolo à dire. Mare à cochon. Comme maracas, mare à cochon. Non, Cyril, donc à part que c'est un film nocturne, c'est tout ce que ça t'évoque. J'en souviens plus trop. Je me dis que la musique était pas mal dans les souvenirs, mais elle est un peu vieillie. Elle est un peu. Tant pis, non. Elle est un peu à la Brad Fiedel Terminator 1, tu vois, dans le rendu. C'est-à-dire que mécaniquement, elle marche, mais voilà. Très minimaliste. Oui, voilà. Métallique. Bon, voilà, c'était mon film de grosse bébête. Merci. Écoutez, moi je vais vous parler d'un film très proche de Razorback, mais qui n'a pas de sanglier, pas d'outback, et ça se passe pas sur Terre. Et c'est pas tes couilles non plus. C'est pas mes couilles non plus. Je vais vous parler d'un film magnifique qui s'appelle Un cri dans l'océan, aka Deep Rising en anglais. Ça fait des bulles, c'est ça? Un film de Steven Sommers, donc un réalisateur qu'on adore ici. Enfin, je sais que moi j'adore. Pas toi apparemment, non? Ah oui, il faut que je parle en face du micro. Désolé. Un film de Steven Sommers. Steven Sommers, c'est pas son premier film. Il avait fait 2-3 autres films avant, dont je me souviens plutôt qu'il avait fait ça. En faisant un peu traversant tout à l'heure, il a fait une adaptation du livre de la jungle en 94.
Il a fait les aventures d'Huckleberry Finn, avec d'ailleurs un des premiers rôles d'Elijah Wood. C'était pas son premier rôle, mais c'était parce que son premier rôle c'est dans Retour vers le futur quand il joue un des gamins qui joue dans la bande d'arcade. Mais voilà, c'est un des premiers rôles d'Elijah Wood et donc il fait ce Cri dans l'océan. Alors après, pour situer, il a fait La Momie 2. Il a fait Hot Thomas qu'on a passé au pif d'ailleurs il y a 3-4 ans je crois, que j'aime beaucoup mais que Véronique n'aime pas. Voilà. On est deux, Véro. Ouais, il a fait je te suis pas. Il a fait Van Helsing. Moi j'adore Steven Sommers et j'adore Hot Thomas. Je trouve que c'est un très beau film et je vous merde. Et donc aujourd'hui, un Cri dans l'océan. Qu'est-ce que c'est qu'un Cri dans l'océan? Donc c'est une bande de pirates qui va aller attaquer un énorme bateau de luxe, genre méga bateau de luxe de ouf et tout. Paquebot, voilà, un paquebot de luxe. Ils partent en fait avec. Enfin non, à la base c'est des mercenaires qui possèdent un bateau très rapide et qui se font louer ce bateau par une bande de méchants gars. On sait pas trop ce qu'ils veulent faire, mais en fait ces méchants gars veulent aller attaquer ce bateau pour récupérer, je crois, dans un coffre de la thune, machin et tout. Donc ils arrivent dans ce bateau en fait et ils découvrent qu'en fait le bateau est vide, il n'y a plus personne et tout. Et au fur et à mesure qu'ils se baladent dedans, ils se rendent compte qu'en fait une énorme bestiole, une sorte de monstre tentaculaire. Vous avez dit tout à l'heure le nom, je crois. Des lamproies. Des lamproies, voilà, gigantesques, ont en fait buté tout le monde, quoi. Donc le film est ultra fun, mais genre je pense que de tous les films qu'on va parler aujourd'hui, je crois que c'est le plus fun de tous. Quoique peut-être pas, non, peut-être que celui avec Xavier est rigolo aussi. C'est moi qui gagne. C'est toi qui gagne, je crois. Très très fun, très 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 gore. C'est un film Buena Vista, donc un film distribué par Disney. Et pourtant le film étonnant, est très 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 violent. Il y a des séquences gore. D'ailleurs, on doit tous les effets spéciaux à la compagnie de Rob Bottin, qui a d'ailleurs designé la créature et a fait tous les effets gore. Et quand c'est gore, c'est à l'époque où le numérique était. Enfin, il y a du numérique dans le film, mais il y a encore beaucoup d'effets pratiques. Et ça va vraiment très très loin. Il y a des séquences de garde-manger où tous les humains ont été bouffés. c'est dégueulasse, quoi. On retrouve dans les acteurs principaux Seth Williams. Alors, ça, c'est un acteur habitué des séries B, surtout Flic et Zombie. Flic ou Zombie d'ailleurs, c'est pas et Zombie. Qui a failli, à un moment donné, qui a essayé la série A avec Prince de New York. Oui, c'est ça. Ouais. Pour moi, c'est un Kurt Russell qui n'a pas réussi en fait. Et Seth Williams, Kurt Russell, c'est pas un mauvais acteur. Non, mais dans le sens qui n'a pas réussi à percer, quoi. Il y a Famke Johnson. Voilà, donc rien que pour ça, le film est bien. Qui sortait, je crois que c'était très peu de temps après GoldenEye, je crois. c'est aussi ça. Était encore. Il y a surtout un acteur que j'adore, c'est Kevin J. O'Connor, qui est une sorte de second couteau qu'on voit dans plein de films. D'ailleurs, dans tous les Summers. Et dans beaucoup de Summers, il n'est pas dans Hot Thomas, mais dans beaucoup de Summers, il est là. Il est pas dans Hot Thomas. Il joue le rôle du. C'est pour ça que le film n'est pas bien. Il joue le rôle du sorte de mécano du bateau en fait et qui est un poisson mais qui est très très drôle. C'est lui qui a toutes les punchlines en fait du film. Son personnage est vraiment très très drôle. Et pour finir, avant qu'on en parle entre nous, une super musique, moi j'adore, un thème principal génial, un peu à la Calypso de Jerry Goldsmith, voilà quoi. Donc une très belle partition de Goldsmith. À la Calypso, c'est-à-dire le genre de musique. Le genre de musique un peu Calypso, genre Beetlejuice. Un peu comme ça, voilà. Il y a des sonorités un peu Calypso dans la BO. Et d'ailleurs, c'est une BO que je pourrais mettre un jour en fin de pif parce qu'elle est vraiment vraiment démente. Il y a un très bon film là-dessus. Apocalypso. Ok. Du coup, tout le monde a vu Un Cri dans l'océan. Tout le monde l'a vu. Qui a vu l'océan et qui a aimé? Oui, c'est génial. C'est du pur fun. C'était. Je prends pas de risque avec mes films. Non, clairement. Pas d'effort. Non, c'est du pur fun en bar. Juste, tu sors de film, t'as la banane, tu t'es éclaté, t'as vu surtout du gore. la fin. La fin est géniale avec la poursuite en jet ski, si je ne m'abuse. Mais c'est tout la fin. Oui, la fin. Ah, je t'en souviens plus alors. Non, je m'en souviens plus. Bon, je vais rien. revoir. Il y a un truc, c'est rare qu'on voit au cinéma, il y a une sorte de truc. Oui. Maintenant que t'en parles, ça me dit quelque chose. Je regarde avec plaisir. Et puis Famke Janssen et Treat Williams, c'est vrai qu'il y a un mec qui avait vraiment un charisme. Moi, je trouve qu'il avait un truc un peu à la Harrison Ford bis, dans le sens où le mec il arrive à l'écran, il est immédiatement sympathique, tu sens qu'il peut porter un film sur les épaules et avoir un côté. Non, en plus Chris Pratt, tu vois, c'était un peu le Chris Pratt de son époque, mais qui lui a pas réussi à trouver le film qui l'aurait fait exploser. Il n'a pas fait de muscu, quoi. Non, voilà. Pourtant, il était bien bâti, si je ne m'abuse. Parce que l'on voit. J'ai revu J'ai revu Flic ou Zombie il y a pas longtemps et je crois qu'on le voit. Et t'as fait en parler ou parler de Johnny Got His Gun? Bah non. Moi, je parle de vrais films, monsieur. Mais moi, je me souviens quand je l'ai vu un peu après qu'il soit sorti, etc. Il y avait quand même un aura de série B nanardesque quand il est sorti. Et quand je l'ai vu, j'étais assez surprise qu'il soit aussi bien en fait. N'écoute pas les gens, Véronique. C'est pas sorti un peu en même temps que Virus. On est d'accord qu'il avait pas une bonne réputation. Assassiné par les critiques à l'époque. Il est surtout sorti pour la fête du cinéma. Ouais. Je me souviens, Ouais, à l'époque je l'avais vu en même temps que Sex Crime, si je me trompe pas, je crois que c'est dans la même époque. C'est la même époque, voilà. ouais. Et j'avais vu les deux dans la même journée, et on peut dire que c'était une très belle journée quand t'as vu le film dans la journée. Tu m'étonnes. Donc, excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, moi Sommers, c'est un metteur en scène pour qui j'ai beaucoup d'affection. J'aime beaucoup sa momie. Et ce qui m'a vraiment, on va dire le turnover d'attachement que j'ai eu par rapport à ce metteur en scène, c'est une anecdote que j'ai eue, c'est au moment où il pitchait Van Helsing aux exécutifs. C'était quoi? C'était Universal, ouais, c'est ça.
Et apparemment, l'anecdote raconte que il a complètement mimé en fait les scènes du film. Donc tu le voyais en train de faire le loup-garou, puis ensuite faire Frankenstein. Et donc voilà, il a un côté très généreux et bon enfant qu'on ressent vraiment dans ses films, et c'est pour ça que je le trouve très attachant. Mais malheureusement, je n'ai pas vu ce film. Un cri dans l'océan. Un cri dans l'océan, tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu, non. Mais sur la shamelist. C'est génial. C'est là pour le coup, c'est avant tous les autres. À chaque podcast, maintenant, on va t'augmenter ta shamelist. Juste à côté de Johnny, sans va en guerre, ça fera bonne idée. En fait, c'est ça. Là, c'est avant Citizen Kane avant tout. Tu regardes ça d'abord. Je rejoins Véronique. En fait, c'est à l'époque, je sais pas, je devais être un jeune ado, et puis effectivement, alors je faisais partie de ceux qui lisaient Première, qui collectionnaient les petites fiches, et je me rappelle des critiques qui étaient vraiment assassines. Bravo Première. Voilà. Dans Maths, ça avait été encensé dans mes films. Ouais, bah bien sûr. Et donc du coup, voilà, je suis passé à côté du film. Voilà. Ouais, mais c'est un truc à rattraper, je sais. Xavier? Moi, j'adore. Hein. Moi, alors après, par contre, je suis pas le plus grand fan du réalisateur. Je suis désolé. Pauvre type. Non, je crois même qu'Un cri dans l'océan, c'est le seul film que j'aime. La momie, non, bordel. La momie. Bah oui, la momie. La momie 2, c'est de la merde, mais le momie 1, le 1 est cool. Le premier, en film d'aventure, on va dire c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin, aventure, j'entends la Indiana Jones, c'est ce qu'il y a de mieux après Indiana Jones. J'ai l'impression. C'est ouf. Et la musique de Goldsmith aussi, elle est Tex et le Seigneur des Abysses, s'il te plaît. Voilà, un vrai film. Non, mais je suis pas fan du monsieur, mais pour des raisons, c'est même pas tant un côté mauvais film. Je trouve que c'est un peu un branleur, quoi. Il a une volonté de les yeux au ciel. Non, mais j'ai toujours trouvé que ces films étaient bâclés, et ça se voit. Mais oui, mais ça se voit. Non, ils sont bâclés sur les effets spéciaux souvent. Ouais, pas trop sur la mise en scène. Il y a des moments, il faut arrêter. La Momie 2, c'est vraiment honteux. Il est beaucoup plus intéressant et généreux qu'un Michael Bay, par exemple, dans mon goût. Hein, oui, c'est sûr. Il faut penser un peu à, je sais que vous l'aimez pas, mais enfin peut-être que vous l'aimez, mais vous pensez à Robert Rodriguez. Ce petit côté, mais totalement. Je fonce, et qu'importe si c'est pas ce que je veux au final. Mieux que Rodriguez. Non, c'est un peu mieux, mais il y a ce côté Didi Yourself que j'aime bien, le côté j'y vais à fond, même si ça passera pas. Un peu comme dans le cinéma indien, en fait. Ce côté des fois, qu'importe le. T'as vu, il essaie de te prendre par les sentiments là. Non, mais je sais où il essaie de m'emmener, mais tu vois la beauté d'un Bahubali, je l'ai pas chez lui. Alors que pourtant Bahubali, il y a des moments, ils sont tellement limites. Il ne tire pas des larmes, quoi. De sombrer dans le ridicule. Je sais ce que tu veux dire. Il y a ce côté un peu borderline qui a très prise de risque. Et là, c'est quand même un gros studio américain, donc moins de prise de risque. Oui. Même si le côté, comme je disais d'ailleurs, très très gore du film est très surprenant pour un public, enfin un film qui se veut un peu. Tout à fait. Mais voilà, moi en gros, voilà, Un cri dans l'océan, pour moi c'est son meilleur film. J'aurais aimé que les autres films qu'il a fait après soient pareils, aussi fun, enlevés. Enfin, voilà quoi, mais Un cri dans l'océan, ouais, j'adore. Les autres, voilà. À la limite, La momie, je veux bien accepter que c'est sympa, quoi. Bon, je veux bien lâcher là-dessus. Allez, c'est bon. Mais après, restons là-dessus. C'est tout. C'est pas sorti un peu en même temps que quelques 2 ans près de Virus, cet autre film de bateau avec tous les gens qui sont morts dessus. Qui avait fait un gros bid aussi à l'époque. Qui a fait un gros bid que tout le monde déteste et qui pourtant est pas si mal. Avec Jamie Lee Curtis. Tu es en train de me dire qu'il faudrait que je revoie. Les effets spéciaux sont vraiment pas mal. Beaucoup d'effets mécaniques purs. Et puis à la base, c'est l'adaptation d'un comics, hein, c'est pas non plus. Oui, je savais pas ça. Ah si, c'est l'adaptation d'un comics. D'accord. Donc revois-le, c'est franchement c'est sympa quoi. Et on avait aussi Planète Hurlante, il me semble, à la même époque. C'était une bonne année pour un. Non, ça c'était fantastique. Même si les Planètes Hurlantes. C'était à boire et à manger. On va parler une autre fois. Non, il y a le nounours. Eh bien, moi, j'ai choisi un film qui est en rapport avec l'anatomie de Cyril, puisque j'ai choisi Anaconda. Il doit vous donner de l'argent, c'est quoi le truc là? Pourquoi vous le faites depuis tout à l'heure? C'est génial. Tous en train de lui sucer la bite. Justement, il faut se mettre à plusieurs pour y arriver. Moi, j'ai pas signé pour ça. Tu vas apprendre le goût, mec. Tu viens de comprendre. Voilà. C'est un piège. Du coup, ça me touche beaucoup, Véronique, ce que tu dis. C'est très sympathique. Donc Anaconda, film de 1997 réalisé par Luis Llosa. C'est un réalisateur péruvien qui a quand même pas fait beaucoup de films et qui a beaucoup travaillé avant chez Corman en fait, qui est un peu habitué à faire des films rapidement, etc. Et en fait, il a été choisi pour réaliser Anaconda parce que justement, il avait l'habitude de tourner dans la jungle. C'est quand même assez particulier. Forcément, c'est des conditions de tournage un peu particulières. Donc, c'est pour ça qu'il avait été choisi pour ce film-là. Et après, il s'est quand même mêlé du scénario pour faire des améliorations plutôt pas mal. On va le voir en parlant. Donc, l'histoire d'Anaconda, qu'est-ce que c'est Anaconda? C'est donc une équipe de documentaires qui part sur le Rio Negro pour aller à la rencontre d'une tribu, la tribu de la brume. Je crois que c'est ça, oui, c'est le peuple de la brume.
Donc il y a toute une galerie de personnages, donc c'est hyper série B avec des personnages très caractérisés, de la fille qui fait son documentaire pour la première fois, le mec qui est médecin et qui est spécialiste du peuple, machin et tout, le mec qui prend le son. Alors là je vous dis le gars. Mais en fait, il y a un putain de casting quand même dans ce film. Alors à l'époque, ils n'étaient pas du tout ou très peu connus. En tout cas, c'était tous des seconds rôles dans d'autres films. Et là, ils sont tous au même niveau. Donc il y a bien sûr Jennifer Lopez qui joue justement la réalisatrice du documentaire. Il y a Ice Cube, quand même, la classe, représente West Coast, qui donc fait un mec de l'équipe technique. Il y a, donc on va en parler après, mais il y a aussi Jon Voight en fait, qui joue un braconnier qui se trouve sur le chemin de l'équipe du documentaire et qui en fait va les détourner. Jon Voight, sa tronche, ça se voit que c'est un méchant. Voilà, donc il va faire croire à un accident de bateau pour se retrouver sur leur bateau à eux et au final il va détourner leur route pour faire ce qui est donc lui son métier, c'est-à-dire du braconnage de serpents, et il est notamment à la recherche d'un anaconda. Donc de la bite de Cyril. C'est ça, qu'il ne trouvera jamais. Il y a aussi Jonathan Hyde qui est quand même qui a fait quand même une belle carrière de second rôle plutôt, mais qu'on a vu dans The Strain plus récemment, notamment dans le rôle du Master. Et puis il y a Eric Red. Il y a Eric Stoltz, qui joue donc le fameux médecin, le héros pas héros. Voilà. Owen Wilson et Carrie Wheeler. Et il y a Danny Trejo quand même dans la première scène, toute première scène. Casting, là, quand même. Et qui se fait buter, je vous spoil rien, c'est la première scène. C'est un film de Robert Altman en fait, c'est ça? Non mais carrément. Et pour le truc rigolo, à la base, c'était pas Carrie Wheeler, ça aurait dû être Gillian Anderson. Ah. Oui, mais vu le rôle, c'est assez rigolo. Bah ouais, surtout que c'était en pleine période X-Files. C'est ça, donc bon. Donc voilà, et donc il tombe sur ce méchant braconnier qui les détourne. Donc en fait, tout le début du film, on va dire les 40 premières minutes, c'est vraiment un film d'aventure. On est dans la jungle, il y a des singes, il y a des animaux, une panthère, un machin. Il fait chaud, c'est humide. Côté aventure, il y a des singes. Non, mais attends, c'est l'aventure. T'en crois beaucoup des singes, toi? C'est clair. J'en ai croisé il n'y a pas longtemps, mais c'est une autre histoire. Donc du coup, il y a une première attaque vraiment en mode pré-générique tout au début pour dire qu'il va se passer quelque chose, mais évidemment on voit pas le serpent, mais on le voit quand même au bout de 40 minutes et de manière assez surprenante, c'est-à-dire que c'est vraiment un moment, il y a plein de moments où il y a de la tension et on a parlé des Dents de la Mer. Effectivement, Anaconda va pomper un peu ce truc-là en étant des prises de vue sous-marines, etc. Le champ lexical aujourd'hui. J'allais pas faire de commentaires en plus. Hein. Ah, pomper, d'accord, comme la oui, pomper, comme la bite, tout ça. Quoi. Oui, tout le monde avait compris. C'est notre pifcast le plus vulgaire. Je sais pas si c'est notre Talal est là. Notre pifcast. Il apporte une chaleur. Il sort le cul, du coup, il nous motive, tu vois. Et du coup, en fait, c'est à partir de cette première apparition du serpent qui est assez surprenante et violente. Et vraiment, il y a ce côté animal de l'animal qui chope sa proie et qui la bute en un coup de cuillère à peau. Tourne, voilà. Que là, on bascule dans le film de monstres et les références aux Dents de la Mer sont de plus en plus nombreuses. Il y a même une scène où en fait Jon Voight utilise un appât pour l'attirer, donc il met un petit singe, tu vois, avec des singes, un petit singe mort dans l'eau. Oui, donc c'est vraiment une référence directe là sur aux Dents de la Mer. Mais du coup, les effets spéciaux, enfin là, du coup, je l'ai revu, ça n'a pas du tout vieilli en fait. Donc il y a un mélange d'animatronique et d'effets visuels numériques, et c'est vraiment magnifique en fait. Enfin, je trouve ça génial. C'est mieux fait que la photo du serpent géant qui circule sur Facebook depuis quelques temps, là, qui est toute pourrie. On sait qui les a fait ou pas, du coup? C'est une très bonne question. Fact-checking. Et juste là-dessus, il y a notamment plusieurs scènes où on voit le serpent en fait faire des trucs qui sont improbables dans la vraie vie, puisque là on est sur une grosse bébête. Il est pas dans une cheminée à un moment? Alors en fait il saute, il chope des gens en l'air. Il a un chapeau de Père Noël, non? Il est dans la cheminée et tout. Il fait oh. Et Ok, je tente des trucs, c'est bon. Non, il y a aussi un plan quand même assez fou. Alors c'est, il y a plusieurs techniciens sur les effets spéciaux. Il y a Tony Allard pour les special effects en général. Mais après il y a des gens sur les animatroniques. Je sais pas si ça te parle ou pas. Non, pas du tout, mais c'est pas grave. Bon, d'ailleurs, pour les effets spéciaux, pour les parties animatroniques, à un moment, il me semble qu'il y a eu un problème technique, genre les vérins ou les contrôles. Et ils ont mis l'habitat Cyril. Et du coup, en fait, l'Anaconda s'est mis à faire n'importe quoi. Ils ont gardé les plans pour les réinsérer dans le film. Bah en fait, parce que c'est pour vous montrer, c'est surtout pour donner une idée de la détente de la bestiole, quoi. Mais en fait, ils avaient carrément fait un vrai anaconda quasiment taille réelle
en animatronique et qui réinitialisait chaque soir. En fait, c'était vraiment tout un système de moteur et tout, donc c'est quand même assez perfectionné. Et il y a aussi notamment un plan assez fou qui est pris de l'intérieur de la trachée du serpent, à un moment où il avale quelqu'un. Enfin, c'est quand même assez fun. Un truc qui a noté, peut-être que je me trompe, mais Infinir, c'était un énorme succès au box-office qui n'était pas prévu. Je crois que c'était un film qui a cartonné, qui était un petit truc, et finalement, alors, je sais pas si c'est qui produit, c'est pas New Line, un truc comme ça, non, ou c'est une petite boîte. Je sais plus du tout ça. Et en fait, je sais qu'à l'époque, ça avait vachement surpris tout le monde que le film cartonne comme ça, alors que c'était un tout petit budget et tout. Et autre anecdote qui vaut ce qu'elle vaut, le film était en couverture de Mad Movies, je me souviens, il y avait le gros serpent en couverture. C'est vrai. Et je sais que la buraliste m'avait fait, mais c'est quoi ce film, c'est quoi? Elle m'avait engueulé. Je l'ai ramené même. Je me suis fait engueuler parce que j'avais acheté ce Mad Movies avec ce serpent. Et la buraliste, si tu m'écoutes, je t'emmerde. C'est Columbia. Bon, c'est pas un petit studio. Et donc sinon, à part ça, quand même le l'ostre monstre de ce film, c'est Jon Voight, qui est quand même dégueulasse dans ce film. C'est-à-dire qu'il pue le méchant, quoi, et il est hyper lubrique quand il regarde Jennifer Lopez. Ça, c'est le troisième monstre du film, c'est le boule de Ah, mais c'était limite, on a plus peur de lui que du serpent. Jon Voight, c'est un peu comme Gary Busey, c'est les mecs, quand tu sais qu'ils sont dans un film, tu sais qu'ils vont faire les méchants. C'est limite, c'est des miscasts en fait. Alors que Predator 2, non. Oui, des films dans lesquels Gary Busey, il est pas méchant. Alors qu'il a quand même amené Angelina Jolie au monde, je veux dire, il a fait des choses bien. Exactement. Il a fait une chose bien. Il a fait des belles choses pour le monde. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment un des autres intérêts de ce film, c'est de détester Jon Voight parce qu'il est vraiment horrible, quoi. Alors moi, je me rappelle d'un truc que j'avais trouvé génial dans le film, c'est le fait que Eric Stoltz soit montré. C'est exactement ce que j'allais dire en fait. C'est-à-dire qu'autre chose que j'aime bien dans ce film, en fait, c'est que ça inverse un peu les codes habituels dans ce genre de film. C'est-à-dire qu'au départ, quand on a toute la galerie, donc il y a Ice Cube qui est black, il y a J-Lo qui est une meuf sexy, et il y a Eric Stoltz qui joue donc le docteur, voilà. Et en fait, au bout de pas longtemps après le début du film, en fait, il y a un incident qui fait qu'il est out, donc il s'est fait faire une trachéotomie et il est dans sa chambre et on le revoit pas, quasiment plus de tout le reste. C'est-à-dire qu'on l'avait identifié comme étant le héros potentiel de cette histoire et pas du tout. Et sans rien spoiler, mais tant pis, je spoil un peu, le climax, c'est avec J-Lo et Ice Cube, c'est-à-dire une femme et un black. Alors que le black, normalement, selon les règles en vigueur, il devrait mourir dans les premières 30 minutes. Ouais, mais c'est Ice Cube. Et, on tue pas Ice Cube. Voilà. Et du coup, c'est hyper cool. Alors, moi, j'aurais préféré qu'elle se barre avec lui à la fin. Elle se barre quand même avec le blond. Fait chier. Alors non, justement, il est roux. Et ça, je pense que c'est pour ça. C'est pour ça que c'est pas le héros. Jennifer Lopez, elle a fait comme beaucoup de films fantastiques. Elle a fait The Cell, elle a fait celui-là. Mine de rien. Elle a pas fait des merdes en plus. Mais c'était un peu avant sa carrière musicale, ça, quand même. Eh oui. Et donc, elle avait déjà, je crois, sorti des trucs, mais elle n'avait pas explosé musicalement autant qu'elle l'a fait après. Donc c'est un film que vous aimez ou pas ? C'est super cool. Moi je suis pas très fan, je trouve le film un peu chiant, mais j'ai quand même de l'affection. J'essaie de me souvenir du nom, il me semble que c'était dans cette série de documentaires sur les effets spéciaux, je me souviens qu'il y avait Cinéma des effets spéciaux, il y a un épisode sur Anaconda, et j'étais fou quand je voyais l'intelligence des effets, quoi. Il y a vraiment des trucs, c'était vraiment à la con. À un moment en fait ils font une incrustation du serpent sur un ponton. Et en fait, pour bien montrer l'intégration, ils avaient rajouté des feuilles et ils sont juste là avec une petite soufflerie derrière pour te donner l'impression que le serpent est dessus. Et du coup, tu voyais ça sans le serpent, après l'intégration du squelette virtuel, etc. Et l'intégration des effets, non, je trouvais ça mortel. Mais ce qui est marrant, c'est que je lisais une interview de l'époque où les gens disaient, en gros, pour les effets spéciaux, ça leur aurait coûté plus cher de faire tout en images de synthèse qu'en animatronique, alors que maintenant, je pense que c'est plutôt l'inverse. Enfin, je me rends pas compte, mais... Ça dépend, je pense que parce que maintenant les images de synthèse sont devenues très très chères à produire. Ah ouais. Donc, je pensais que justement c'était voir le complètement... documentaire sur Frankenstein complexe qui explique tout ça justement. De Alexandre Poncet et Gilles Pinceau, que nous saluons bien bas. Non, je sais pas. Talal, Anaconda. J'ai pas grand chose à dire sur le film, j'ai un souvenir lointain de trucs popcorn sympathique, mais complètement. Voilà, c'est pas. Oui, effectivement, le serpent. Il y a pas un message. Hein. Oui, non, mais c'est sûr. Oui et non, parce que justement, ce que tu pointais fort justement et intelligemment du doigt, c'est que voilà, c'est cette façon de mettre en avant les personnages qui sont habituellement sacrifiés, qui n'étaient pas à l'époque vraiment habituels dans le cinéma d'entertainment hollywoodien, et ça déjà, je trouve que c'était assez sympathique. Et puis Luis Loza, si je ne me trompe pas, c'est celui qui a fait Sniper. Oui. Voilà. Et puis rien pour ça aussi, cool. Parce que et c'est cool, Sniper. Il n'y a pas Nicki Minaj qui a fait un hommage au film avec une super Anaconda, je crois, plus tard. Ça, non, c'était dédié à toi, en fait. Non, par contre, à noter sur Anaconda, c'est qu'il y a plusieurs suites. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. DTV, principalement en DTV, et y compris du spin-off avec Lake Placid. Ah oui, ils ont fait des crossovers. Lake Placid versus Anaconda. Lake Placid, j'ai failli le mettre dans la sélection de cette semaine. Je tiens à le dire.
Xavier ? Moi, je vais vous parler du film le plus fun de la liste. Je vais Non, parler c'est d'un moi. film absolument génialissime qui a bercé mon adolescence. Ce film-là, Emmanuel à Bangkok. non, mais vraiment, ce film, je sais pas, il y a tout dedans, quoi. Est-ce qu'il y a un chien ? Il y a un chien, oui. Il y a une scène avec un chien. Et donc, je vais parler du film Trémor. Alors, Qui n'est pas Trémor. vivant. J'ai failli la faire. Oh là là. C'est mort de peur. Donc en fait, l'histoire, elle est quand même très basique. Hein. C'est l'avantage quand même de tous ces films, hein, Voilà. c'est qu'on peut les résumer très facilement. Donc on a deux personnages incarnés par Kevin Bacon et Fred Ward, qui sont deux beaufs qui vivent dans une petite bourgade dans le trou de balle des États-Unis où il y a 14 habitants. Et l'arrivée d'une sismologue va coïncider avec un début de disparition et d'événements étranges qui vont nous faire comprendre que la ville est attaquée par quelque chose sous terre. On ne sait pas quoi. Voilà. Et on ne le dira pas. Ah bah non, regardez le film. C'est assez marrant de... On peut dire leur nom. Ça ne dira rien à personne. Oui, des graboïdes. Des graboïdes. Mais... Non, il n'y a pas moyen que tu vas dire ce que c'est. Du coup, quitte à spoiler totalement, Voilà. donc on va vous dire que c'est des vers de terre géants. Moi, j'ai pas vu le film, tiens, tu fais. Je rigole. Que, bien entendu, le premier aspect de la créature n'est pas l'aspect final. Voilà. C'est et là, donc je des vais rester larves, là. c'est ça. Il Il faut tout expliquer. Et le film est très drôle. Il y a des papillons géants à la fin. Pourquoi Alors, Pourquoi l'humour pourquoi l'humour Racontez-nous. Donc le film, c'est vraiment un délire qui pourrait rapprocher un peu des films des années 50, mais avec ce côté beauf qui n'est jamais condescendant, toujours très fun. Et franchement, le film, il démarre tout de suite, quoi. C'est Oui, les au niveau, oui, non, mais c'est ça. Enfin, en dehors de petites discussions qui doivent durer 5 minutes, enfin, je pense que dans les 10 premières minutes, tu commences déjà à rentrer dans le vif du sujet. Ça n'arrête strictement jamais, quoi. Il y a 14 personnes dans cette ville, et pourtant, le décompte de morts est quand même assez élevé. C'est super inventif. Voilà, quoi. Je suis incapable de dire le nom du réal. J'ai honte. C'est Ron Underwood. Ah bah oui. Qui a réalisé Qui après Mon ami Joe. Oui, voilà. Mais qui est un réalisateur pour lequel j'ai beaucoup de sympathie, quoi. Tu sens le mec généreux, voilà. Et c'est ton Stephen Sommers, quoi. Ouais, voilà, c'est mon Stephen Sommers. Stephen Sommers qui a réussi. Non Mais il a fait quoi ? C'est du poulet. Non, mais dans les en fait, il y a à la fois l'originalité du monstre. Bon, là encore, on fait une sorte de dent de la mer sous terre. Ça pourrait paraître basique, on pourrait rester là-dessus, mais c'est quand même plutôt intelligent dans toutes les différentes scènes d'attaque. Et surtout, le truc qui est génial, c'est le duo d'acteurs principaux, Kevin Bacon et Fred Ward. Ils sont géniaux. Mais c'est espèce de deux pieds nickelés au milieu du désert. Mais ouais, c'est le duo en or, quoi. Ils sont absolument géniaux. Mais c'est presque plus un buddy movie qu'un film de monstre. Mais totalement. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, je trouve que c'est peut-être un des meilleurs démarquages des Dents de la Mer de cette époque, c'est qu'en fait le film a l'intelligence de se concentrer sur ses personnages, alors qu'il a déjà des monstres plutôt originaux, mais qui surenchérit avec des personnages et un cadre vraiment cool. Et c'est là qu'en fait ça devient peut-être le meilleur film de grosses bébêtes. Je pense que c'est un des meilleurs rip-off des Dents de la Mer, oui, personnellement. Le film est assez magique. Hein. Après, c'est vendu plus comme une comédie fantastique. C'est vendu comme une comédie fantastique, mais les certaines scènes horrifiques sont vraiment horrifiques. Il y a un vrai suspense, en revanche, c'est clair. Voilà, quoi. Il y a des moments qui vont faire sursauter. Non, on n'est pas dans mieux que la créature du cimetière. Oui, bien, plein de choses sont mieux que la créature du cimetière. Sauf la créature du cimetière 2. Il y a une suite. Oui, il y a une suite. Oh putain, le monde est mal fait quand même. Voilà, non, mais Trémor, en fait, c'est assez marrant. Le film à la base n'a pas eu un succès énorme. Ça, c'est pur vidéo club movie, quoi. C'est ça, c'est un véritable film culte, mais dans le plus pur sens du terme. Mais il est sorti en salle ? Il est sorti en salle, oui, il est sorti en salle. Le film, forcément, on te balance ça, c'est les Dents de la Mer avec des vers de terre. Bon, c'est sûr, c'est pas le truc le plus sexy de la Terre. Pour l'anecdote, Kevin Bacon, alors que sa femme était enceinte, a tapé une crise en pleine rue en se disant « Je suis en train de jouer dans un film avec des vers de terre géants ». Voilà, et le mec, il se rendait... Mec, tu portes le nom de la bouffe, alors tu fais pas chier, quoi. il se disait qu'il était en train de plomber sa carrière. Il croyait que t'es grillé. Sauf que, avec la VHS, le film a tourné énormément. Il est devenu culte. Et au final, avec la vidéo, il a rapporté plus de 3 fois son budget initial. Donc finalement, il est devenu un succès qui a entraîné énormément de suites. Là, je crois que au mois de mai, c'est la 5e suite qui sort.
Oh, mais c'est très tard, les suites, parce qu'il y en a eu de très proches, et là il y en a une cinquième. Ouais, voilà. Et une série télé qui est vraiment pas mal en plus, je conseille vraiment. Et Tremor, non mais voilà, pour moi c'est tout ce que devrait être un film de monstre qui se veut fun. J'ai un super coffret DVD où c'est la... Oui, c'est bon, je sais, je l'ai vu. C'est la tronche d'un Tremor avec dedans le coffret avec les DVD. Il est très rare à trouver. Oui, c'est bon. Tremor, très rare. Tu me le légueras un jour. Oui. Moi, il l'a dit. Grand souvenir de l'avoir loué multiples fois, regarder avec mon père, avec mes potes, avec mon chien, avec mes verres de thé. Mon chien qui me suçait. Ça part en vrille. Ouais, voilà, rien à ajouter. Juste, c'est du pur fun. C'est un film que j'ai découvert très tard, qu'on m'a rapporté à plusieurs reprises en disant il faut que tu vois ce truc-là, c'est mortel, tout ça. Et je sais pas ce qui s'est passé. Parfois, tu passes à côté d'un truc indispensable. Ah oui, ça arrive. Et donc, je l'ai vu, je devais avoir la vingtaine, un truc comme ça. Un pote qui a fini par me filer le Blu-ray, le DVD, pardon. Et donc, tu as 22 ans. Tu as 22 ans en fait. On n'a pas dit, mais Talal a 22 ans et demi. Et je suis passé à côté du film en fait. J'ai pas, je sais pas. J'étais peut-être pas bien luné ce jour-là, mais voilà, ça m'a pas. Je rejoins la team Talal là-dessus parce que. Ouais. Mais je reconnaissais après effectivement les scènes d'horreur, même les effets qui sont plutôt cool. Mais voilà, je suis pas. En fait, c'est les personnages principaux. Peut-être ils m'ont pas parlé. Ah, si les personnages ne vous parlent pas, oui, c'est sûr. C'est l'œuvre. C'est un vrai ils parlent film de entre eux, tu vois, personnages. mais moi, ils me parlent jamais. C'est un vrai film de personnages. Parfois, il y a des gens qui te parlent dans la télé. Et bien sûr que si vous voulez, la prochaine fois, je vous balance un film muet. Oui, mais ils parlent pas. Arrête, tu es capable. Moi, aujourd'hui, j'ai vu un film où les gens ne parlent pas. Ça sort bientôt au cinéma, c'est vachement bien, mais je sais pas ce que c'est. Bon, c'est à Talal maintenant. C'est à Talal de parler de sa bébête. Talal, parle de ta bébête. Alors, à défaut de vous la montrer. Il ment. Remets ton pantalon, Talal, s'il te plaît. Talal, enlève ça. Si elle est toujours là pour aller au stade au-dessus. C'est précisé que c'est interdit moins de 18 ans. C'est ça. Alors, moi je vais vous parler d'un autre film australien. Donc on va commencer sur un film australien, on va conclure sur un film australien. Et je crois que c'est pas anodin, en fait, c'est aussi un film de bébête géant. Donc la sortie du film date de 2007, ça s'appelle Rogue en anglais et Solitaire en français. Il faut savoir que le film a été rebaptisé une deuxième fois au trouble pour la sortie vidéo. Donc c'est un film de Greg McLean, un réalisateur que j'aime beaucoup, j'expliquerai un peu plus tard pourquoi. Donc ça parle de quoi ? C'est un journaliste américain qui arrive en Australie pour faire une croisière dans le bayou et surtout là un endroit où on trouve beaucoup de crocodiles. Donc pendant qu'ils sont en train de naviguer, ils voient un appel de détresse au loin et évidemment ils y vont. Donc voilà, c'est ça. Et donc une fois là-bas, qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, ils se font attaquer par un croco géant. Les cons. Donc finalement, les survivants se retrouvent coincés dans un îlot et bon, je vous laisse un peu deviner la suite parce que c'est pas forcément ce qui est intéressant dans ce film. C'est pas l'histoire, comme d'autres films dont on parlait tout à l'heure, mais c'est la mise en scène. Pourquoi ? Parce que Greg McLean, c'est un réal qui a l'habitude de transcender des sujets très simples. Vous vous rappelez de lui, en 2005, il a fait un film qui est ultra culte, en tout cas à mon cœur, qui s'appelle Wolf Creek. Rogue, c'est son deuxième film, et on a attendu à peu près 8 ans pour avoir la suite de Wolf Creek, qui s'appelle Wolf Creek 2 qu'on a vu. Bravo. Putain, c'était pas Wolf Creek. C'était pas Wolf Creek 3 du coup. Clôture du PIF 2013. Non, Wolf Creek 3, c'est la série. Ouais, 2013, je crois. Ouais, c'est 2013, ouais. C'est là où je l'ai vu, et je l'ai vu au PIF, et c'était. Je crois que le film n'était pas encore sorti, ou tout juste sorti aux États-Unis. Pas le PIF. Tu vas au PIF de temps en temps ? Ça m'arrive. Ah ouais. Un homme de goût. C'est pour ça que t'es là en fait ce soir. D'accord. 2013, en effet. C'est qui le patron là ? C'est qui le patron ? Donc il a fait aussi 2 films que je n'ai pas vus après. Un qui s'appelle The Darkness, produit par Blumhouse. Bof. Ouais, mais j'ai quand même envie de le voir pour lui. Et The Belko Experiment, cool. produit par Peter Safran et James Gunn. Ouais, écrit par James Gunn, ça c'est très cool. Ah, c'est écrit par James Gunn. C'est écrit par James Gunn, c'est très méchant. Distribué par Orion Pictures, qui s'est tout à fait, reformé pour l'occasion. Exactement, non, c'est très Orion cool. Pictures égale Robocop. Tout la mise en scène n'est pas folle, en revanche, c'est un petit peu paresseux parfois, Belko, mais alors qu'est-ce que c'est méchant.
Et puis son dernier film que j'ai vu qui s'appelle Jungle, je l'ai vu il y a à peu près une semaine. Que j'aimerais bien voir, justement. Alors c'est pas sorti en salle, ça ne sortira pas en salle, je crois que c'est un direct ou VOD. C'est déjà sorti en France en fait en vidéo. Ouais. Alors, il y a eu du matériel ou pas alors c'est que... On était en discussion pour le pif, ça n'a pas pu se faire finalement, mais c'est sort chez AB, c'est AB qui a le film et ça sort. Il est sur Canalsat en ce moment je crois. Bah c'est pas mal. Alors je m'attendais à quelque chose d'autre. C'est un film d'aventure en fait où il se permet aussi quelques dérives horrifiques on va dire. Mais c'est vraiment un chouette film. Donc voilà. Et puis entre parenthèses aussi, il a produit l'excellent Red Hill de Patrick Hughes qui est un western urbain. Je sais pas si vous l'avez vu. C'était vraiment chouette. Ah t'as pas vu Xavier? Et ça m'arrive, je peux pas tout voir. Alors le prochain Pifcast c'est un podcast spécial Red Hill. Voilà. Le mec a fait après Expandable 3 je crois. Tout à fait. Bon, solitaire. Donc McLean, c'est quoi ? C'est l'art de la tension et du découpage ultra efficace. Là où justement typiquement c'est un peu comme dans Les Dents de la Mer. D'ailleurs, c'est pas anodin. On appelle souvent ce film, en tout cas en Australie, on dit que c'est le Dents de la Mer avec un croco. Mais je crois que tous les films qu'on a cités aujourd'hui, c'était Les Dents de la Mer quelque chose. Ouais. Non, sauf le tien. Le tien, il celui qui s'en mais d'ailleurs, c'était dans la mer, on aurait pu le dire, non ? Oh, tu restes tranquille. Après, personnellement, j'ai l'impression que McLean a vraiment un héritage autre. Moi, vous l'avez compris, je suis très fan. Et je trouve que là où, justement, on parlait de Spielberg tout à l'heure, et on a vraiment là un metteur en scène qui sait découper et raconter de l'action et de la tension. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Les personnages sont très cool dans le film. J'avais trouvé les personnages assez attachants, même d'ailleurs Worthington. Il a un personnage assez étonnant. Ouais, qui joue une espèce de branleur au début où tu dis ça va être le débile, le cutéreux de service et qui finalement se révèle plus complexe que. Non, j'avais trouvé ça. Vartan est assez attachant aussi. Dedans. Alors justement, c'est là où le bas blesse. Moi, j'ai l'impression que le personnage de Vartan, donc l'américain qui arrive en Australie, est une sorte de pièce rapportée de ce système de production. Et parce que je trouve un peu transparent et inexpressif et surtout c'est son je vais un petit peu spoiler, voilà, c'est lui qui amène le dernier tiers du film et là on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus classique qu'on a déjà vu partout alors que les deux premiers tiers pour le coup on est beaucoup plus proche justement de ce qu'on parlait des films australiens très atmosphériques, Long Weekend par exemple. Voilà, les effets spéciaux sont très très bien, le croco déjà le souvenir que j'en avais était justement je me posais la question si c'était du CG ou du dur et pourtant c'est un film indépendant, c'est un film qui a quand même coûté la bagatelle de 25 millions de dollars. D'ailleurs c'était un gros bid, je crois qu'il en a rapporté à peu près 4. Mais c'était ça en foutait plein la gueule quand même. Je me rappelle d'une scène assez excellente où ils essayent de passer par une espèce de corde au-dessus du truc. C'était assez génial cette scène, super suspense. Il y a un côté huis clos un peu dans ce film, non ? Complètement. C'est assez statique. En fait, ils sont immobilisés sur un îlot, ils peuvent pas le quitter à cause du croco et c'est vrai que c'est ce qui donne. Avec une marée qui savent qui va arriver. Et voilà. C'est sorti en salle en France, je me souviens. Oui. Je l'avais vu, moi, Gérard Armé en 2008. Tout à fait, pareil. Et c'était TF1 qui l'a distribué à l'époque. Oui. Mais c'est sorti en catimini en mois d'août. Elle est sortie du mois d'août de l'époque. Donc, Et moi, dans le genre, j'aime beaucoup le film, et dans le genre film de croco, on en a parlé un petit peu. Moi, c'est Lake Placid vraiment que je préfère, mais qui est beaucoup moins tendu, machin et tout, mais qui est beaucoup plus rigolo par contre. J'aime bien rire, toi. J'aime bien le rire, alors que justement, moi j'aurais plutôt conseillé Les Dents de la Mort, qui est aussi de l'Osploitation, sauf que c'est de la quoi ? De la Osploitation. Donc film qui est australien. Voilà, film australien, qui est un film de crocodile, donc c'est un film de monstre aussi, mais au final, ça se transforme en film politique sur l'extermination des aborigènes par les Blancs. Boring. Le film est assez costaud. Moi, c'est les mecs qui ont fait The Reef, ils ont fait un Blackwater, mais qui n'était pas sorti à peu près dans ces eaux-là. Sorti un petit peu après. Dans ces eaux troubles. Excellent. J'ai trouvé ça vraiment très bon. C'est très bien, c'est Blackwater. Sorti avec Mad Movies. Et pour anecdote, on retrouve dans ce film-là John Jarratt, qui était le vilain de Wolf Creek, qui a un tout petit rôle, je l'avais pas reconnu, j'ai dû regarder sur IMDb. Non, il est vraiment voilà. En fait, c'est un film qui prend pas mal de contre-pied, on va dire. On se dit c'est lui qui va crever en premier, puis finalement c'est pas lui. Et on pense finalement qu'ils vont tous crever les uns après les autres.
Bon, je spoil, on s'en fout. Et finalement, non, c'est pas très vite. Une partie des personnages sont libérés et voilà, ça va se jouer. C'est là où c'est un peu plus décevant. Ça se joue. Je rajouterais même, il joue aussi sur le fait de certaines scènes qu'on attend, on se dit qu'on va voir l'attaque, qu'on va voir la personne mourir, ce qui n'est pas forcément le cas. Et à d'autres moments, ça arrive d'un coup, on voit bien la personne se faire éclater. Le père de famille là qui se fait choper sur la plage. Moi, c'est avec ce film que j'ai commencé à aimer McLean parce que j'ai fait partie des rares qui n'ont pas vraiment adhéré à Wolf Creek quand il est sorti. Pareil. Moi aussi. Je l'ai revu après et j'ai retrouvé plus de qualité, mais pour le coup, je comprenais pas vraiment le délire autour du film. Quand il est arrivé chez nous. En revanche, Eau profonde, quel titre de merde. J'ai découvert Gérard Armé, nous étions certainement dans la même salle, Cyril. On ne se connaissait pas à On l'époque. se connaissait pas encore, mais je crois que c'est moi qui te touchais les genoux quand même. J'ai pas de genoux. et ouais, j'avais pris une baffe, c'est génial. Eh bien, merci pour toutes ces recos. Je précise quand même que nous sommes doublement dans l'actualité car vient de tomber la bande-annonce de The Meg. En eau profonde, mégalodon cool. Avec Jason Statham qui se flûte contre un requin géant. Et on a tous envie de voir ça. Ça, les gens savent Alors, quel jour on a après enregistré le après la bande-annonce, peut-être pas. Je sais pas. Si. Moi, j'aime l'idée, j'adhère. Ah, le caniche. Alors, le Yorkshire. Caniche, on m'a dit aujourd'hui exactement la race du chien. C'est un Yorkshire, c'est ça. Le plan du Yorkshire est génial. C'est un film un peu maudit, ça fait des Ça années fait qu'il est en 20 ans. développement. C'est et l'Aéros l'adaptation savait le faire de du bouquin. Peter Benchley. Hein. Ouais. Non. Steve Alten, un truc comme ça. C'est marrant que tu parles d'Aéros. Moi, j'ai pensé vachement au Erelis, c'est-à-dire j'ai pensé beaucoup au serpent dans l'avion, dans le genre film concept un peu débile, mais qui peut faire du coup son petit succès. Oui. Quoi. Mais c'est Eli Roth qui devait le faire normalement, Meg. Il a été viré parce que le budget était trop gros. John Turtletaube, ouais, génial. Benjamin Gates, c'était tellement. Eh bien, on va se coucher moins bête avec tout ça. On passe à la musique avec Cyril. Alors Cyril, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui ? Alors, je vais vous parler d'un petit film, la suite d'un film assez connu qui s'appelle Chucky la poupée de sang. Donc, c'est la suite de Jeux d'enfants, film de Tom Holland. Et là, nous avons donc la suite réalisée par John Lafia en 90. Film sympathique sans plus. C'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt sa musique. Je ne suis pas d'accord. J'aime beaucoup. Ouais, la fin est mortelle. Ah. Dans l'usine de jouets. Non, il est sympathique, mais c'est pas ouf. Alors faites pas chier maintenant. C'est sympa tout. Non, pourquoi c'est intéressant ? C'est parce que c'est Graham Revell qui a fait la musique. C'était une de ses premières compositions et c'est un compositeur de musique que j'aime beaucoup, qui a fait énormément. Je ne vais pas vous citer tout ce qu'il a fait, mais il a fait dans les trucs notables que j'adore. Il a fait les 3 Riddick, c'est-à-dire Pitch Black, les Chroniques de Riddick. Et les Chroniques de Riddick, sa musique, elle est juste exceptionnelle. Et donc Riddick, la 3e. Il a fait la mini-série Dune et la BO. Si vous l'écoutez un jour, je vous la conseille. Elle est vraiment mortelle. Moi, je la mets souvent en fond sonore. Elle est exceptionnel, je dis beaucoup le mot exceptionnel, et il a fait surtout la musique des Ruines, le film de Carter Smith, et très très belle musique, voilà quoi. Et donc là on va écouter le générique du début en fait de Chucky 2 donc, qui vous allez voir, dans quelques secondes vous allez écouter, qui est vraiment un petit bijou, pas gothique, mais qui est un petit bijou d'angoisse et de voilà, et c'est une musique que j'aime beaucoup. Je me mets souvent, c'est con, mais je me mets souvent le générique du début, souvent au boulot, je m'écoute ça parce que j'adore ce morceau quoi. Et donc je voulais partager ça avec vous. Tu voulais dire quelque chose tout à l'heure, je crois que tu non, mais je plus sois largement. J'adore en pensant à la musique, je repense aussi à cette scène d'ouverture où tu revois le jouet en train de se faire reconstituer dans l'usine. J'adore. Moi j'aime beaucoup ce film. Parce que les Chucky, il y a un côté marabout bousticiel, c'est qu'en fait souvent le début du film s'arrête vraiment un petit peu là où s'arrêtait l'ancien et on voit ce qui s'est passé pour que la poupée commence. Voilà. Et donc c'est vrai qu'au début on voit il refabrique la poupée à partir des cendres de l'ancienne et voilà. Ouais. Donc là je vous ai spoilé la fin du 1 en disant cendres de l'ancienne. Et voilà, quelqu'un d'autre à dire sur Graham Revell ou sur Chucky 2 ou se taise à jamais, je sais pas. Qui se taise à jamais. Non, Chucky 2 c'est cool et Graham Revell est un grand compositeur, je suis tout à fait d'accord. Eh bien, avant d'écouter ce morceau, on va dire au revoir à tous les gens qui nous écoutent. Et surtout, on va dire bravo à Talal pour sa première émission. Bravo. Est-ce qu'il revient la semaine prochaine ? On va voir. Verra. Écoutez, laissez-nous des commentaires si vous n'avez pas aimé Talal. Un pouce rouge ou un pouce noir. On a un peu trop parlé des couilles de Cyril aujourd'hui. Je pensais qu'on allait parler cinéma. Et puis... Mais peut-être qu'on va faire des scores d'audience. C'est comme de l'IMAX, mes couilles. C'est immense. De cul et de cul. Bon, dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Ciao. Ciao.